Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Julien Crémou est né à Paris, mais il a grandi entre le Loiret et Lyon. À l'âge de 6 ans, il hésitait entre devenir footballeur professionnel ou batteur. Aujourd'hui, il vit et il travaille à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne, où il enseigne en cycle 3, à l'école Henri Chaland, qu'il dirige également. Julien résume sa vision du métier en disant qu'il lui a permis de prendre son pied pédagogique, en multipliant les projets dans sa classe ou au sein de son équipe. Classe inversée, classe coopérative, utilisation des outils numériques ne sont que quelques exemples des pratiques pédagogiques qu'affectionne Julien. Et c'est dans l'immense salle des maîtres que constitue Twitter qu'il a pu faire toutes ses découvertes. C'est également sur Twitter qu'il rencontre des collègues avec qui il échange quotidiennement sur des conceptions stimulantes du métier. Son côté etc., c'est sa passion pour ce métier et l'envie de la partager, notamment sur son blog, Supermaître, dont vous trouverez le lien en description de cet épisode. Cela lui apporte l'épanouissement dont il se nourrit dans tous les secteurs de sa vie et il est loin d'être rassasié. Julien Crémou, bonjour. Bonjour. Sur nos attestations dérogatoires de déplacement figure une case qui concerne l'activité physique dans un rayon de 1 km autour de chez soi. Vous cochez cette case combien de fois par semaine? Je la coche tous les jours puisque je vais tous les jours travailler à pied. Alors après, c'est pas une activité physique intense, mais c'est tous les jours travailler à pied. Donc c'est mon activité physique quotidienne, quoi. D'accord, vous faites pas d'autres activités? En ce moment, non, pas du tout. Vraiment pas du tout en ce moment. J'en ai fait un pas mal pendant le premier confinement parce que il y avait un rythme différent et c'était possible de prendre un temps dans la journée. Là, enchaîner la journée de classe, la vie à la maison et puis le mercredi et le week-end assez chargé parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer actuellement et aussi bien à la maison qu'avec le travail. C'est pas évident de se prendre du temps. Quel regard portez-vous sur votre enfance? J'ai un regard de me dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu une enfance plutôt heureuse et j'ai eu l'occasion de pouvoir vivre à la campagne, de pouvoir avoir une liberté quasi totale dès l'âge de 10 ans où je pouvais partir une bonne partie de l'après-midi ou de la matinée, m'amuser avec des amis, circuler et faire plein de choses. Et j'ai aussi la chance d'avoir, alors que j'étais à la campagne, une maman qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais des passions qui demandaient de m'emmener faire de la musique à 20 ou 30 km ou de faire du sport à 40 km et qu'elle l'a toujours fait, donc ça m'a permis de m'épanouir sans souci. En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir? En fait, j'ai pas de souvenir particulier ou de temps qui m'ont le plus marqué. Je crois que réellement, ce qui me marque le plus, c'est plutôt un mauvais souvenir, mais à mon avis, certainement aidé à devenir enseignant différemment. C'est le fait d'être en échec important à l'entrée à l'université, où j'avais pas compris ce que c'était que travailler, et de me rendre compte que je pouvais travailler et qu'il y avait des efforts à faire et qu'il fallait rentrer dans quelque chose que je n'avais pas forcément fait avant. Donc c'est pas forcément un bon souvenir au départ, mais après coup, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Prof, etc. Vous avez été quel genre d'adolescent?
j'étais un adolescent qui n'a pas trop fait de vagues. J'étais pas dans l'opposition systématique. J'ai toujours été dans des rapports où j'arrondissais les angles. Dans mes rapports avec les gens, je suis toujours dans une culture du compromis, très souvent. Je pense que je m'affirme plus en tant qu'adulte, mais alors en tant qu'adolescent, c'était pas du tout quelque chose que je faisais. Je l'ai fait beaucoup plus après, et ce qui fait que voilà, on me voyait pas. J'étais pas forcément un adolescent qui sortait du lot, quoi. En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé votre carrière d'enseignant? Qui m'a, à mon avis, de plus, enfin, fait que j'ai eu envie de ça, c'est que je pense que je me suis rendu compte très vite, et dans la fin de l'enfance et au niveau de l'adolescence, que j'avais envie de partager ce que je faisais, que j'avais envie d'échanger, que j'avais envie de revenir sur de pouvoir être avec des personnes et de leur partager des choses que j'avais apprises au départ avec le sport, et puis très rapidement dans ma volonté de faire des études pour devenir enseignant. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez utilisé un outil numérique avec vos élèves? Alors, un vrai premier outil numérique, oui, la première fois, ça doit être il y a 9 ans et demi, ça fera 10 ans en février 2011, en février 2021. C'est la fois où j'avais demandé le prêt d'un tableau interactif à l'académie pour pouvoir rentrer dans un projet d'utilisation de ces outils-là. Et pendant 3 mois, la chance d'avoir accès à Internet, d'avoir un tableau interactif pour travailler avec la classe. Et dans un premier temps, c'était surtout moi qui l'utilisais, puisque j'étais c'est moi qui interagissais et qui montrais les choses. Et puis très rapidement, le fait de le mettre en avant, ça a été l'opportunité que la mairie de ma ville finance pour qu'il y en ait un dans la classe. Et au bout de quelques mois, ça a été de dire que c'était plus l'objet qui appartenait à l'enseignant, mais au contraire qui appartenait à la classe. Donc c'était inciter les élèves à s'approprier l'outil, et pour travailler, et pour faire des recherches, et pour pouvoir échanger ou découvrir un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, quels sont selon vous les outils numériques indispensables, incontournables dans une classe? Moi aujourd'hui, le tableau blanc interactif, ou toutes les variantes, me semble être un outil minimum, parce qu'en fait, ça nous permet, quels que soient les dispositifs ou les activités, de pouvoir au moins montrer à l'ensemble des élèves un certain nombre de choses. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir quelque chose qui est partagé par tout le monde, visible par tout le monde à tout moment, et qui peut aussi, dans le cadre de l'organisation de la classe, être à un moment donné dédié à un petit groupe ou 1 ou 2 élèves qui sont sur quelque chose. Donc, moi, clairement, c'est l'outil de base. Après, je dirais qu'avec les dispositifs et le fait de rentrer dans des projets utilisant les supports numériques, moi, réellement, je vois l'intérêt derrière. C'est le deuxième outil, ça serait l'ordinateur, puisque beaucoup des activités que j'utilise ou des travaux qui sont faits nécessitent de rédiger, donc d'utiliser un clavier, donc forcément d'ajouter du texte et de pouvoir le faire facilement, ce que permet parfois moins facilement la tablette. Prof, etc. Alors vous êtes, je le disais dans votre portrait, très actif sur Twitter. Comment utilisez-vous ce réseau social dans le cadre de votre fonction de professeur en cycle 3? Alors, je l'utilise de 2 manières. Il y a une utilisation de veille pédagogique où, depuis que je suis arrivé sur Twitter, grâce à mon e-run, j'ai commencé à suivre un certain nombre de comptes, alors des dispositifs, de personnes, d'enseignants, de comptes liés à l'éducation. Et ça me permet de me tenir informé de projets, de sujets, d'idées, de suivre des échanges. Et au final, ce que j'avais un peu entamé tout seul dans mon coin, notamment via la création d'un blog,
ça s'est démultiplié parce que ça me permet d'avoir une immédiateté dans, je me pose une question, je vois un fil qui parle d'un sujet, j'ai envie de répondre ou j'ai envie d'interagir. Donc ça, c'est le côté professionnel. Et puis après, le côté pédagogique avec la classe. Aujourd'hui, pour mon fonctionnement de classe, Twitter, c'est une interface de la classe. Ça veut dire qu'en fait, au quotidien, c'est la porte ouverte sur le monde. Parce qu'au final, tout le travail d'ouverture sur le monde, tous nos travaux de communication ou d'échange avec des classes dans différents dispositifs via Twitter se fait grâce à ça. Donc, on échange pour des projets variés dans plein de disciplines. Et au final, c'est intéressant parce que ça permet de systématiquement, quand on rentre dans un dispositif ou un projet, de se retrouver à minimum à découvrir une classe qui est à 50 km ou qui est à 5000 km. Et il y a nécessairement une découverte du monde et c'est toujours associé à ça, ce qui fait qu'on est systématiquement dans je découvre le monde, j'échange et puis je vais pas juste dans un travail avec une classe où je produis, mais on est dans quelque chose où on voit les autres, on découvre les autres et mes élèves font un peu pareil parce qu'à force que la classe soit abonnée à un certain nombre de comptes classes, ils suivent aussi ce que font certaines autres classes et puis ils disent tiens, ils font comme nous, ou alors ils font quelque chose qu'on a déjà fait, ou alors ils font une chose qui pourrait nous intéresser. Et donc c'est devenu aussi une forme de veille pour les élèves de voir un petit peu ce que d'autres classes font et de sujets qui reviennent, qui les intéressent par rapport à ça, quoi. Votre blog Supermaître est véritablement une mine d'or. Et j'en sais quelque chose parce que je l'ai utilisé de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce projet ? Alors, la première volonté, c'était de se dire que moi, j'allais piocher des choses sur quelques blogs. Alors, notamment Loustic et Charivari. Donc, j'ai découvert les blogs en 2012-2013. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses intéressantes, il y avait des manières de faire différentes, il y avait des propositions intéressantes. J'ai découvert à cette occasion les ceintures via Charivari, dans sa proposition d'organisation. Et ça m'a incité ou ça m'a donné envie, moi, de me lancer de mon côté dans la production de cet outil pour ma classe et de l'adapter un petit peu à ma classe. Et au final, à partir du moment où j'ai produit mes ressources, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose que je pouvais proposer à Charivari comme ça, parce qu'au final, je me suis dit, mais c'est pas le même système, j'ai adapté. Et je me suis lancé en me disant, à ce moment-là, pourquoi pas moi les partager, ça peut peut-être être utile à certaines personnes qui auraient envie de les utiliser parce que c'est pas le même fonctionnement, c'est la même idée au départ, mais c'est une organisation un peu différente qui me correspondait à ce moment-là. Donc c'est parti de cette volonté juste de partager un outil au départ, et puis après, très rapidement, c'est devenu deux choses, c'est le fait de partager des outils, mais aussi partager mes réflexions sur des organisations pédagogiques que j'ai lancées ou des tâtonnements ou des lectures qui m'ont amené à évoluer ou à me dire tiens, il y a telle chose que j'avais pas anticipée ou telle chose que je vis. Et j'essaie de trouver une réponse pédagogique, une réponse technique, une réponse avec une ressource. Et puis comment je le propose. Ce qui fait que c'est pas un catalogue de tout ce que je fais, mais c'est surtout à un moment donné une ressource ou quelque chose que j'ai envie de partager parce que j'y ai passé du temps, qu'elle correspond surtout à mon organisation. Et c'est souvent, la plupart du temps, c'est mon fonctionnement général, c'est pas juste une fiche séquence. D'ailleurs, je crois pas que j'ai publié beaucoup de fiches séquences sur un sujet. C'est plutôt une organisation et des outils autour de l'organisation générale de la classe. Alors, il y a une ressource en particulier que j'invite vraiment tous les auditeurs à aller voir, c'est votre visite virtuelle de Paris. Vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous avez créé ce Geniali ? Alors, au final, depuis 3 ans, j'utilise Mindtest, qui est un clone de Minecraft dans ma classe, et je me suis retrouvé avec
toutes les collègues sur Twitter à monter des projets. Et depuis 11 ans, on avait un projet autour du patrimoine où on reconstitue dans le jeu des sites du patrimoine historique. Et dans ce cadre-là, il était prévu qu'au mois de juin 2020, on se rencontre un certain nombre de classes à Versailles pour aller visiter le château de Versailles, mais aussi présenter pour les différentes classes qui participaient leur production sur des sites variés de France et même du monde entier. Or, avec la période qui a commencé à partir de mars, au cours de la 3e période, on a très vite compris que l'année scolaire serait complètement particulière. Il a très vite été annoncé que toutes les sorties étaient annulées. Mes élèves, depuis la rentrée, je leur avais parlé de ce qu'on allait faire. On avait parlé du fait qu'on allait organiser 2 jours de sortie à Paris. C'était l'événement et qui tenait à cœur à tous les élèves. Et donc, juste avant les vacances de Pâques, j'ai été obligé de leur annoncer en rendez-vous quotidien en visio le fait que nous ne pourrions pas aller à Paris, que les sorties étaient forcément annulées, qu'on ne pourrait plus rien faire. Donc j'ai senti beaucoup de tristesse de la part des élèves et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement cette sortie à Paris, il fallait que je trouve quelque chose pour et à la fois remotiver les élèves parce que ce constat de leur tristesse était aussi lié au fait que cette période de 3 avait commencé dans la classe en une semaine, on avait un peu continué à distance de faire la classe comme avant. Et puis, naturellement, les élèves étaient moins engagés, moins intéressés, perdaient un peu le fil. Et je m'étais dit qu'il fallait que je revienne, cette période 4, fallait que je revienne pour la dernière période de l'année, c'est-à-dire début mai, dans un système complètement différent où il était hors de question de vouloir faire la classe à distance comme je la faisais en classe, sachant qu'en plus, on a très vite vu au cours des vacances de Pâques que on aurait une organisation peut-être avec tous les élèves, une organisation peut-être avec certains élèves. Les élèves viendraient, ne viendraient pas, d'autres à mi-temps. Donc je me suis posé des questions et puis j'ai découvert surtout qu'un collègue avait trouvé une idée géniale, c'était en fait de rentrer les élèves dans le cadre d'un projet et de les immerger dans un monde. Lui, c'était un monde autour de l'espace, donc c'est le collègue The Calvin sur Twitter qui a proposé une mission Odyssée dans l'espace et je me suis dit que c'était une idée géniale pour toucher à tout. Et je suis parti de son idée avec le principe de dire que j'allais proposer la visite de Paris à mes élèves, mais de manière virtuelle, avec tout un tas de ressources que je pourrais trouver et leur partager toutes les semaines quelque chose, et sachant que ça serait un travail sur toutes les matières, puisque l'idée c'était de pouvoir faire ce qu'on ferait dans toutes les matières dans la semaine avec un seul thème qui serait Paris. Donc je me suis dit, chaque semaine, je me prends un thème autour de Paris. Alors ça peut être un thème autour de l'histoire ou un quartier ou une période. Et c'est tout ce que je trouvais autour. Donc c'était faire de la géographie sur la découverte de la ville. C'était faire de l'histoire à des périodes historiques. C'était aussi travailler sur les mathématiques et des choses qui peuvent être des données mathématiques dans des ressources trouvées. C'était aussi un travail en histoire de l'art sur les musées parisiens. C'était donc dans toutes les matières, l'idée c'était d'avancer et puis de proposer des choses. Et naturellement, ça a été un gros travail de recherche de ressources. D'ailleurs, j'ai fait appel à tous les collègues sur Twitter qui m'ont envoyé pendant des semaines des ressources avec des vidéos, des textes, des liens vers des sites très riches qui permettaient de proposer toutes les semaines, de proposer aux élèves de s'immerger dans un quartier de Paris, dans une époque de Paris, et de faire toutes les activités en français et en maths autour de ça. Donc ça, c'était mon idée. Donc ça a été un gros travail de préparation pendant les vacances. Et puis ensuite, chaque semaine, je prenais une dizaine d'heures pour concevoir les ressources, trouver celles qui correspondaient le plus, concevoir des activités, des travaux. Et en fait, le principe, c'est que ça a bien fonctionné, parce que ce que j'avais envisagé au départ, c'est un peu arrivé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, j'ai eu dès le 10 mai des élèves qui ne sont pas revenus du tout de l'année, donc qui ont pu quand même participer à des activités de classe à distance, et puis on échangeait et on partageait des choses autour de Paris, du voyage à Paris. Et puis j'ai des élèves qui sont revenus tout le temps. Donc eux, ils pouvaient aussi le faire en classe, mais j'étais avec eux. Et puis certains revenaient que 2 jours, ce qui fait que quand ils étaient 2 jours en classe, souvent je les accompagnais pour des activités de mathématiques, de français, et on revenait sur des activités habituelles qu'on faisait en classe.
Et puis les 2 jours où ils n'étaient pas en classe, ils pouvaient faire ces choses-là. Et quand ils revenaient, il y avait un échange, il y avait tiens, on a fait ça, on a découvert ça. Et durant toute cette période-là, j'ai fait une semaine un peu particulière, parce qu'il y avait une semaine où ça va être la semaine où on partait sur Paris et faire la découverte de Versailles. Donc je leur ai proposé cette semaine-là de se consacrer à Versailles et de leur faire vivre durant une semaine une sorte d'escape game pédagogique via la visite de Versailles. Formidable en tout cas, vraiment. Bravo. Merci. Après, ça a été un gros travail et puis c'est vrai que l'inspiration du collègue m'a pas mal aidé. Et puis après, l'idée, ça a été d'aller jusqu'au bout. Parce que quand j'ai vu que ça m'a plu. Et après, je suis parisien de naissance. Je suis, mais j'ai toujours été à Paris de tout petit. J'y allais régulièrement. Donc c'était aussi, je me suis fait plaisir par rapport à ce que je découvrais, parce que j'ai aussi découvert plein de choses. Je me suis fait plaisir en créant des choses et dans les élèves, quand on était en classe, il y avait un espèce de retour de sourire où les yeux étaient illuminés quand on parlait de ça, où les élèves se disaient, tiens, je fais en autonomie des choses sur la tablette ou l'ordinateur autour de Paris. Et puis, ils échangeaient dessus. C'était un sujet qui revenait tout le temps, où ils échangeaient dessus et qui, alors moi, a fait particulièrement plaisir. Il y a 2 choses. Sur les réseaux sociaux, j'ai dit que le projet était repris par plein de collègues qui m'en parlaient, qui le faisaient, et ça fait extrêmement plaisir. Et puis encore plus quand j'ai vu que la collègue qui avait le même niveau que moi, CM1, CM2, a commencé fin mai à le proposer aussi à ses élèves en classe. Donc là, je me suis dit que ça avait touché et que c'était quelque chose qui avait plu au final et qui avait une utilité pour un certain nombre d'élèves, notamment les miens au départ, en tout cas. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Le moment réellement que je préfère, c'est le moment où tout le monde arrive le matin, où on se retrouve tous ensemble. Et moi j'affiche systématiquement le programme de ma journée au tableau, alors c'est même en ligne, accessible aux élèves. Et en fait, c'est un peu la découverte de la journée. On se regarde tous, on se voit tous, on s'est tous dit bonjour en rentrant. Et puis en fait, on se dit qu'on va passer nos 6 heures ensemble. Et puis c'est une atmosphère où on n'est pas encore au travail. On va bientôt rentrer au travail, mais ça permet moi tout de suite aussi de jauger un petit peu l'ambiance, de voir comment sont certains, et puis de peut-être me dire tiens, je vais me concentrer sur telle ou telle chose aujourd'hui parce que je vois bien qu'il y a un élève qui va peut-être pas bien, ou au contraire, je vois qu'un élève arrive et a envie de partager quelque chose. Et c'est souvent ça qui fait le sel de la journée, c'est que je sais pas ce qui va se passer juste avant. Quand la journée est partie, il y a un fil conducteur et puis il y a des choses qui arrivent pas. Mais c'est encore un moment où on n'est pas dans trop le sérieux. On sent qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop. C'est comme l'entrée en scène des artistes. Et c'est aussi percevoir un petit peu l'ambiance qui va faire que il va falloir peut-être se lancer dans certaines choses. Alors ça c'est je dirais 3 jours sur 4, et puis des fois il y a un jour sur 4 où les minutes avant sont pas bien passées parce qu'il y a eu des rendez-vous, des coups de téléphone, des retards, et qu'il faut régler plein de problèmes, et que des fois ces minutes sont un peu gâchées parce que on n'est pas disponible. Mais souvent ce temps-là d'être vraiment disponible pour les élèves et de rentrer, mais pas encore dans le travail, c'est un temps agréable pour pouvoir lancer la journée de travail ensemble. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous, Julien ? Pour il y a un mot, qui m'a maintenant, je sais pas si c'est une valeur en tant que telle, mais une chose qui me définit en tant qu'enseignant vis-à-vis de mes élèves, en tant que directeur vis-à-vis des collègues et puis des familles, et puis en tant qu'enseignant vis-à-vis de mes pairs quand on échange sur Twitter, c'est le principe du partage et l'idée de pouvoir apporter des choses aux autres et puis en recevoir au moins autant. Et le principe, c'est un peu une devise, quoi. Si je ne sais pas, je demande, et puis si je sais, je partage. Donc l'idée, elle est un peu là, c'est de pouvoir au maximum être dans l'idée de partage, d'être ouvert aux autres et de profiter des échanges et parfois de proposer quelque chose et d'avoir un retour pour en fait s'enrichir mutuellement.
et de toujours avancer et en fait de n'avoir que des éléments à rajouter à mon parcours professionnel ou à mes liens avec les élèves ou avec les familles ou les collègues. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir partager au plus pour s'enrichir mutuellement. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot projet ? Alors le mot qui pourrait qui pourrait le plus compléter. Alors là, je parle parce que je suis clairement en ce moment dans la préparation de mon admission au CAFIPEM. Je dirais que derrière, c'est le mot objectif. Parce que clairement, mais ça, j'en ai conscience, hein, il y a des moments où des fois, la forme a peut-être été plus importante que le fond à certains moments. Mais le fait de réfléchir aussi à ma pédagogie ou de me poser des questions, je me suis rendu compte qu'il faut pas oublier ces choses-là. C'est quel objectif on a derrière. Est-ce que c'est des objectifs purement pédagogiques? Est-ce que c'est des objectifs de savoir faire? Est-ce que c'est du savoir-être? Et c'est aussi de se dire qu'attention, quand on rentre dans un projet, il faut pas se laisser déborder par un certain nombre de choses. Et il y a une réflexion à avoir à un moment donné, c'est soit en amont, sur là où on veut aller, et pas se laisser déborder par l'enthousiasme, et puis ou alors pendant le projet en se disant attention à pas vouloir trop ne faire que un point et oublier l'aspect important derrière d'apprentissage ou de découverte pour les élèves, pour être toujours dans un rôle d'enseignant et pas juste dans un rôle de je fais un projet parce que c'est une demande, je fais un projet parce que c'est quelque chose d'habituel ou qui est fait souvent par les collègues ou c'est quelque chose, voilà, ça ait du sens et l'idée que ce projet soit lié à des objectifs et qu'il soit porteur de sens, c'est souvent moi je sais que j'ai eu tendance à vouloir aller un peu trop vite d'un certain moment et c'est après coup de me dire que l'objectif est aussi, ou les objectifs sont aussi très importants derrière. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Fier, de fierté, je sais pas, j'arrive pas à associer le fait d'être fier de quelque chose lié à à mes compétences. Alors là, c'est vraiment une colle parce que je sais pas, en termes de fierté, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens très à l'aise. Donc je saurais vraiment pas quoi répondre. J'arrive pas, j'imagine pas associer quoi à la fierté d'avoir fait quelque chose ou d'avoir une compétence. C'est pas forcément quelque chose sur lequel en fait je me pose souvent des questions, donc j'ai jamais pensé et je sais vraiment pas quoi répondre en fait. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Alors, il y a clairement une personne avec qui au moins je voudrais pouvoir échanger une fois dans ma vie. Ça serait mon père. Au bout du compte, il est décédé juste après ma naissance, donc j'ai jamais eu l'occasion de vraiment le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui. Et ça serait de pouvoir me mettre, pas forcément à sa place, mais au contraire face à lui et me retrouver à échanger avec lui comme si j'étais un de ses amis et pouvoir discuter pendant au moins une journée. Comment définissez-vous le succès ? Je pense, ou en tout cas que je perçois du succès ou de ce que je vois dans le succès, et c'est souvent quelque chose dont on discute avec les élèves par rapport au fait qu'on parle de personnes qui ont du succès ou qui réussissent. Je crois qu'il y a un élément derrière qui n'apparaît peu souvent, mais même si les gens le disent pourtant quand ils ont du succès, c'est le travail et la volonté d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous plaît, quoi. C'est le travail et puis le plaisir, parce qu'il y a forcément aussi un plaisir dans l'action qui est faite, parce que s'il n'y a pas réellement de plaisir, forcément le succès, on n'est pas naturel, et si on n'est pas naturel, ça se ressent, et forcément ce qui peut être réalisé ou ce qui peut être fait n'aura pas de succès du tout, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je me souhaite de réussir ce que j'ai entrepris là, peut-être aussi de réussir à progresser dans quelque chose qui me tient à cœur et avec qui d'ailleurs on échange pas mal là-dessus. C'est la capacité à dire non, parce que c'est pas forcément
quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Enfin voilà, on me fait des propositions, on échange et je dis souvent oui parce que voilà, j'ai envie. Après, des fois, il y a l'aspect derrière, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est pas évident. Et le fait de faire plein de choses à la fois, des fois, l'idée c'est de prendre un peu de temps. Donc, à la fois de réussir ce que j'ai entrepris, et puis peut-être avoir du temps pour poser ou penser à d'autres choses, même si je commence à le faire naturellement, mais de réussir à plus facilement dire non et pouvoir laisser de côté là-dessus. Merci Julien d'avoir accepté mon invitation à participer à Prof, etc. Mille merci vraiment. Merci en tout cas de m'avoir contacté et puis merci de m'avoir permis de me poser des questions parce que ça fait plaisir toujours d'échanger et puis de partager un petit peu son vécu d'enseignant ou le travail quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires, c'est très important pour moi. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.